Hello, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je suis à Avignon. Bon, ok, je ne suis pas tout à fait à Avignon, mais j'en reviens. J'étais en effet au célèbre festival de théâtre qu'accueille chaque année Avignon, et ainsi du samedi 8 au mardi 11 juillet, j'ai eu l'occasion de voir 15 spectacles. Quand je parle du festival autour de moi, je me rends compte que la plupart des gens en ont entendu parler, mais sans jamais y aller. Et souvent, ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce festival, qui est pourtant l'un des plus grands festivals de théâtre au monde. Dans cette vidéo, je vais donc te dire les 2-3 choses que tu as à savoir sur ce festival et te faire un retour des pièces que j'ai vues, dont plusieurs de SFFF. Et même si tu n'as pas prévu d'aller à Avignon, la plupart des pièces vont tourner partout en France, donc n'hésite pas à noter celles qui t'intéressent et à regarder ensuite si tu peux les voir près de chez toi. Allez, c'est parti. Le Festival d'Avignon se déroule toujours en juillet pendant 3 semaines. Cette année, c'est du 7 au 29 juillet. Il faut que je te précise qu'il y a en réalité 2 festivals, le IN et le OFF. Le IN existe depuis 1947. Il a été fondé par Jean Vilar. La première année, les spectateurs avaient la possibilité de voir 3 spectacles. Aujourd'hui, on est plutôt autour d'une trentaine de spectacles. Le OFF, c'est lui construit initialement en opposition au IN et à Jean Vilar. Une première pièce est jouée en 1966, plusieurs en 1967, une quarantaine au début des années 70, jusqu'à atteindre 1592 spectacles en 2019 dans 139 lieux différents. Cette année, en 2023, 1491 spectacles sont programmés dans le OFF. Le moindre placard à balai est ainsi transformé en salle de spectacle. Des salles de classe, des gymnases, des cloîtres, des églises ou encore des cours. Chaque spectacle est généralement joué 6 fois par semaine, il y a en effet souvent un jour de relâche. Cette année, environ 10 000 artistes et techniciens sont mobilisés, 3 000 spectateurs sont attendus. Si les chiffres sont si spectaculaires, c'est que le festival est devenu un rendez-vous incontournable dans le milieu. Les directeurs artistiques viennent y repérer les spectacles qu'ils programmeront dans leur salle. Cela crée donc une ambiance de dingue, car chaque troupe essaie de se faire repérer. Il y a ainsi une parade qui est organisée au tout début du festival et qui permet aux troupes de se montrer. Et surtout, tout au long des 3 semaines du festival, dans la rue, tu es sollicité en permanence par des acteurs qui essaient de te donner envie de voir leur spectacle. Cela va de la simple présentation de spectacle, flyer à l'appui, jusqu'à de véritables scénettes jouées en pleine rue. Bornage et triangulation vont être mis en place. Quand? Mais quand? Nous sommes déjà en alerte rouge. Ce n'est pas suffisant, Madame la Ministre. Bon, Madame la Ministre, venez par ici. Et la ville est couverte d'affiches. Cela crée une ambiance de folie. J'adore, c'est vraiment génial. Et tout ça dans un cadre historique magnifique. Évidemment, il y a des effets pervers à tout ça. Les compagnies de théâtre doivent à tout prix être là si elles veulent avoir une chance de se faire repérer, et cela représente un véritable investissement pour elles. Comptez entre 25 000 et 50 000 euros pour avoir un créneau dans un théâtre pendant les 3 semaines. Un investissement pas forcément rentabilisé. Pour le spectateur aussi, cela a un coût. Les locations de logements sont hors de prix dans le centre d'Avignon. Si tu es véhiculé, le mieux est de louer un logement en dehors d'Avignon, mais le prix restera assez élevé. Si tu comptes voir plus de 3 spectacles du OFF, je te conseille d'acheter la carte du OFF dans l'un des points de vente sur place ou bien sur la boutique en ligne. La carte te permet d'avoir au moins 30% de réduction sur chaque spectacle. Enfin, un conseil important, si tu veux à tout prix voir une pièce, réserve-la au moins 2 jours à l'avance. En effet, les pièces qui bénéficient de critiques positives dans la presse ou dont tout le monde entend parler par le bouche à oreille font souvent salle comble. Quand je suis arrivé samedi, certaines pièces n'avaient déjà plus de disponibilité avant le jeudi suivant. Il s'agit là des cas les plus extrêmes, je te rassure. Je vais maintenant te balayer tous les spectacles que j'ai vus. Pour te guider, j'indiquerai à chaque fois le genre littéraire et une note de 1 à 5. Il s'agit là évidemment d'une évaluation très personnelle. J'ai pu constater que certains jugeaient des pièces excellentes quand moi je les trouvais tout à fait nazes. Si tu veux regarder uniquement les pièces que j'ai aimées, réfère-toi au nom des chapitres, j'y ai mis à chaque fois le nom des pièces et leurs notes. Allez, c'est parti, je te les présente dans l'ordre où je les ai vues. Délire à 2. Il s'agit là d'une pièce de Ionesco. Un homme et une femme, en couple, se disputent tandis que la guerre fait rage dehors. Le metteur en scène a choisi d'incarner l'homme par 2 acteurs différents, présents en même temps sur scène, ce qui crée un charme particulier à la pièce. On assiste là à une joute oratoire, faisant se confronter des arguments tous plus absurdes les uns que les autres.
C'était à la fois drôle et en même temps très pesant, ces personnages étaient enfermés dans un cycle sans fin de bêtises, ayant laissé derrière eux leurs rêves. Ce n'est pas ce que je préfère au théâtre, d'où la note de 3 sur 5, mais c'est clairement un bon texte et la mise en scène et les acteurs sont excellents. Je me posais la question. Il fallait répondre à la question. De quelle question s'agissait-il au juste? On ne pouvait pas savoir. Mon grand-père ce robot. J'étais venu dans l'idée de voir un certain nombre de pièces de science-fiction. J'avais donc repéré Mon grand-père ce robot qui bénéficiait de quelques critiques positives dans la presse. C'est l'histoire d'une famille dont le grand-père, Jacques, vient de mourir. La petite fille Angie est inconsolable, sa mère a alors la folle idée de commander un robot fait à l'image du grand-père. Mais le robot est loin de se comporter comme le grand-père, ce qui va perturber la quiétude de la famille. Grosse déception pour moi, le sujet est très mal traité, la mise en scène est gnangnante et elle rappelle quelques mauvaises séries américaines. Dans le genre, je vous conseille plutôt la série Real Humans qui traite avec excellence de ce sujet. C'est donc sans la moindre hésitation que je lui mets un 1 sur 5. Gainsbourg confidentiel, volume 2, années 70. Je suis un grand fan de Gainsbourg, je ne prenais donc pas trop de risques en allant voir ce spectacle, une sorte de reportage musical. Il s'agit du deuxième opus. Le premier, que je n'ai pas vu, s'était concentré sur l'époque des années 60. Ce nouveau spectacle se concentre quant à lui sur l'époque pop, celle des années 70. Face à nous, un chanteur, une chanteuse également pianiste et 3 autres musiciens. Les chansons s'enchaînent, chantées et jouées à la perfection. Le chanteur nous raconte comment Gainsbourg a écrit ses chansons, comment elles font écho à l'histoire de la musique et à la vie de Gainsbourg. Je recommande vivement. Hey, on embrasse les platanes à gauche, à droite. Ces amours personnels sont une fois de plus dans une voie sans issue. OVNI. Une des meilleures pièces que j'ai vues pendant ces 4 jours à Avignon. Les pièces mettent en scène 8 personnages différents qui nous racontent chacun à leur tour leur rencontre avec un OVNI. Attention, pour ceux qui veulent voir de la SF à tout prix, il ne s'agit pas à proprement parler d'une pièce de science-fiction. À aucun moment nous voyons un OVNI et le spectateur ne s'interroge jamais sur la réalité de ce que les personnages ont vu. Ce n'est pas le sujet. Ce qui compte dans cette pièce, c'est le fait que les personnages soient réellement persuadés d'avoir vu un OVNI. Il s'agit en fait avant tout de portraits sociaux et psychologiques. Les personnages vivent chacun dans des régions différentes du monde et occupent également des positions sociales très variées. Ils nous racontent comment cette rencontre du troisième type a bouleversé leur vie. Pour ceux qui connaissent la série OVNI, diffusée sur Canal+, vous aurez donc compris que ça n'a rien à voir. Je recommande en tout cas vivement cette pièce, même si l'on peut regretter quelques longueurs. Et tout d'un coup, cette chose se passe. Et je le vois. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire équipe avec cette force. Et si t'es aux côtés de la force qui crée, toi aussi tu crées. On m'a offert cette connaissance. La gratitude, c'est l'énergie qui vous permet de vivre. Celle qui regarde le monde. La pièce se passe à Calais. Il est question d'une jeune fille, Déa, qui est devenue amie avec Ennis, un immigré clandestin. La pièce met en scène en alternance 2 moments différents. Sur le plateau, on voit mis en scène les souvenirs des conversations de Déa avec Ennis. Et en arrière-plan, un écran nous montre l'interrogatoire de Déa par la police. Déa a en effet essayé d'aider Ennis à passer illégalement en Angleterre. La pièce est plutôt bien jouée et assez touchante, mais je trouve qu'elle s'adresse plutôt à un public de collégiens ou de lycéens qui auraient besoin d'être sensibilisés aux problématiques de l'immigration et de la clandestinité. Quand tu connais déjà bien ce sujet, tu as l'impression de l'avoir vu 1000 fois ailleurs et de façon plus intéressante. Personne n'est ensemble sauf moi. Un chef-d'œuvre. Cléa Petrolisi, ici autrice et metteuse en scène, a eu l'idée de faire jouer leur propre rôle à des adolescents ayant un handicap invisible. Handicap psychique, mentaux ou cognitifs, ils ne sont jamais nommés. Notons que des acteurs professionnels viennent se mêler aux handicapés sans que les uns soient différenciés des autres. Les adolescents racontent tour à tour des morceaux de leur vie, nous montrant toute la complexité de grandir dans notre société quand on a un handicap invisible. Cléa Petrolisi parvient à créer un spectacle touchant sans jamais tomber dans la stigmatisation ou le larmoyant. Au contraire, on rit sans se moquer et on sort enrichi d'une expérience d'altérité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est très rythmé, par ailleurs animé par un film musical. On ne s'ennuie pas. Je recommande vivement. Ça peut paraître naïf, ça peut paraître gentil, ça peut paraître anodin. Ce qu'on est en train de raconter, c'est très simple. Mais pour moi, c'est une parole politique. Et vraiment, ça l'est. Donc du coup, c'est votre responsabilité et vous devez la porter ensemble, cette responsabilité. Et vous avez la chance de pouvoir
porter cette parole auprès du public qui va être là tout à l'heure. Et eux, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Je peux vous le dire. Tu seras un homme, papa. Là encore, un chef-d'œuvre. Mais je vous préviens, on ne ressort pas indemne de cette pièce. L'acteur, Guy Leiblang, seul ici en scène, a été journaliste sportif. Musclé, tonique, cette boule d'énergie nous raconte à quel point elle rêvait d'avoir un fils. Après avoir eu 2 filles, sa conjointe est de nouveau tombée enceinte. Et elle attendait, cette fois, un garçon. Un garçon qui est malheureusement né prématurément et qui a succombé au bout de 13 jours. Oui, une vie de 13 jours. J'ai assisté à la 127e représentation de cette pièce. 127 fois que cet acteur, seul sur scène, nous raconte le calvaire que lui et ses proches ont vécu. Une sorte de thérapie que l'acteur avait besoin de vivre et dans laquelle il nous entraîne. Guy Leiblang est seul sur une scène vide, noire. Il ne se contente pas de raconter. Il mime les gestes, nous replongeant dans la salle d'accouchement et dans les couloirs de l'hôpital. Guy Leiblang n'est pas un acteur professionnel et cela se ressent. Il ne surjoue pas. Le tragique est ici authentique. Une pièce difficile émotionnellement, mais qui vaut clairement le détour. Une putain de descente en enfer. Professeur, avec ma femme, on voulait vous dire quelque chose d'important. Titanic, la folle traversée. Cette pièce est jouée par les Moutons Noirs. Elle bénéficiait de pas mal de critiques positives et comme j'avais vu et apprécié la pièce Ruy Blas jouée par cette même compagnie il y a quelques années, j'ai pensé que cette pièce-là me plairait. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. La pièce n'est qu'une théâtralisation du film de James Cameron. Les personnages et les scènes du film sont volontairement caricaturés, ce qui peut faire rire par moments, mais guère plus. Les acteurs jouent globalement bien la caricature qu'on leur a demandé d'incarner, mais j'aurais apprécié que le texte prenne du recul par rapport au film, d'autant que notre société a évolué depuis 1997. Il y avait davantage de choses à dire que de ressasser les mièvreries de cette amourette entre un riche du pont haut avec le pauvre des niveaux inférieurs. Une autre intrigue aurait pu être imaginée. Bref, je ne recommande pas, néanmoins la plupart des gens dans la salle ont adoré. Peut-être en feras-tu donc partie, le cas échéant, je ne te jugerai pas, c'est promis. Il faut que ça carbure. Alors dites aux esclaves là-bas en bas de ramer à toute allure. Mon bras. Je vous le disais au début de la vidéo, pour parvenir à mettre en scène 1500 pièces différentes, Avignon s'invente des salles de théâtre un peu partout. Mon bras en est un excellent exemple. On fait la queue devant le théâtre 11, puis on nous emmène 500 mètres plus loin dans une salle de classe d'un lycée. C'était probablement une salle de physique-chimie, ce qui se prêtait parfaitement à cette pièce. Mon bras, c'est l'histoire d'un gamin qui, un jour, a par défi décidé qu'il ne baisserait plus jamais son bras. Absurde, n'est-ce pas? Sauf que le sujet est traité de façon très sérieuse. Le personnage nous raconte comment ses parents se sont au début énervés, puis ont fini par se résigner. Le personnage finit par devenir un modèle pour des artistes, ce qui vient nous questionner sur le marché de l'art et l'exploitation qu'il peut parfois faire du malheur d'un artiste. Tout cela est raconté dans une mise en scène innovante. L'acteur nous montre des photos, des dessins, il nous parle sous plusieurs angles, puisqu'il est à la fois face à nous et filmé par une webcam retransmise en direct sur le côté. Une pièce assez improbable que je suis content d'avoir vue. Néanmoins, il manque sans doute un peu de tension et d'intrigue pour en faire une pièce vraiment bien. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Alors là, je me suis sacrément emmerdé. L'actrice Chloé Oliver nous raconte comment elle s'est construite en s'inscrivant dans des clichés machistes. Elle rêvait de devenir une actrice et de finir dans les bras d'un homme comme Patrick Swayze, l'acteur de Dirty Dancing. Chloé Oliver a néanmoins évolué et compris qu'elle devait cesser de se construire à travers le regard des hommes. Le propos féministe est juste et parfois intéressant, mais l'actrice ne m'a pas fait esquisser un sourire alors même qu'on assiste bien à un enchaînement de sketchs censés nous faire rire aux éclats. Mais une fois de plus, il s'agit là d'un avis très personnel. Dans la salle, la plupart des spectateurs riaient de bon cœur. D'habitude, c'est les actrices qu'on découpe, gros plan sur les seins, gros plan sur les fesses. Mais là, c'est gros plan sur le dos de Patrick, sur ses fesses, sur ses bras. Moi, des bras d'homme comme ça peut me rendre zinzin, j'avoue. Mais moi aussi, je veux vivre des histoires d'amour avec Patrick Swayze. La grève des mères. Imaginez que du jour au lendemain, les femmes enceintes décident de cesser d'accoucher. Leur ventre continue à grossir, mais l'accouchement ne se déclare jamais. Impossible, me direz-vous? C'est justement l'argument que j'ai entendu la veille. Une femme nous déconseillait vivement de voir cette pièce, estimant que cette idée n'avait ni queue ni tête. Pour ma part, je n'en ai rien à faire que ce ne soit pas crédible. Ce qui compte, ce sont les questionnements que ça provoque en nous. Néanmoins, je me suis fait la réflexion que si une grève des naissances est en effet impossible biologiquement,
En revanche, une grève de la procréation est tout à fait crédible. On pourrait très bien imaginer une sorte de Greta Thunberg qui lance un mouvement mondial très suivi. Du jour au lendemain, des dizaines de millions de femmes manifesteraient en décidant de refuser de faire des enfants. Bref, je m'éloigne, revenons-en à la pièce. Le thème me plaît, c'est de la SF sociale comme je l'aime. Mais j'ai été un peu déçu par le traitement. Sur scène se tiennent une femme enceinte, qui dépasse le 9e mois de grossesse, sa mère et sa sœur stérile. Leurs conversations sont entrecoupées d'extraits de journaux télévisés qui nous renseignent sur l'avancée de cette grève mondiale des mères. J'aurais aimé que la pièce se concentre davantage sur le phénomène de société. En réalité, il est surtout question de l'histoire personnelle des 3 personnages. La pièce est assez touchante et nous pousse par moments à la réflexion. Mais j'ai trouvé que le texte était par moments un peu trop banal et que la mise en scène manquait de dynamisme. Si tu vas voir cette pièce, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Alors c'est bien ça. Tu fais la grève des mères. J'ai plus de désir. C'est impossible. Non, Hélène. Ce qui est impossible, c'est d'avoir honte de ce monde au point de ne plus vouloir le montrer à son enfant. Non. Et c'est pour ça que Romain est parti. Non. Parce que j'avais honte de laisser tomber mon enfant dans une auge pleine de merde. Non. Molière. Voilà une excellente pièce de théâtre que je recommande chaudement. Les 3 acteurs, accompagnés d'un musicien, rejouent face à nous la vie de Molière de manière totalement déjantée. Les dialogues des acteurs ont été composés à partir d'un puzzle d'extraits des pièces de Molière, ce qui permet de montrer comment les personnages de Molière font écho à la vie de l'artiste lui-même. Les acteurs débordent d'énergie et incarnent de façon extravagante les personnages que Molière a rencontrés durant sa vie. Oui! Bravo! Je vous prends sous ma protection, vous et toute votre troupe. Moi, Armand de Bourbon, prince de Conti. Je suis vraiment trop fan de vous. Le solo, une conférence circassienne. Lucie Yerlès est une circassienne qui a été obligée de mettre en pause sa formation suite à une blessure. Elle a alors mis à profit ses années de rétablissement pour faire des études de psychologie. Ce fut pour elle l'occasion de réfléchir aux perceptions et aux émotions du spectateur face à un spectacle de cirque. Le solo, une conférence circassienne, est le premier spectacle de Lucie Yerlès. Elle y joue plusieurs performances avec un tissu aérien qu'elle entrecoupe de leçons de psychologie sur le ressenti des spectateurs. Le spectacle est sympathique mais manque à mon sens de rythme. On passe trop de temps à attendre que la circassienne retrouve son souffle. Et le propos, certes intéressant, aurait pu être condensé en 5 minutes. Le spectacle aurait en fait gagné à ce qu'il y ait plusieurs circassiens. L'un aurait pu faire des performances pendant que l'autre aurait commenté. Ressentir une émotion, c'est cette perception de notre cœur qui bat plus ou moins vite, de l'état de notre digestion, de notre circulation sanguine, de l'accélération ou décélération de notre respiration, de la crispation de nos muscles, qui va entrer en lien avec tout ce qui nous entoure et être coloré par nos souvenirs. C'est comme ça qu'une image, une voix, un mot, un son, un événement, une couleur, une personne va résonner en nous d'une manière unique et singulière selon notre vécu. La guerre n'a pas le visage d'une femme. La pièce est une adaptation d'un essai documentaire de 1985 écrit par l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch. La pièce met en scène des femmes de l'Empire soviétique qui ont choisi d'aller au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Les propos sont issus d'entretiens enregistrés au mégaphone par l'écrivaine. Tout est donc authentique. Le propos se concentre sur la difficulté pour une femme d'être jugée crédible dans ce monde masculin qu'est l'armée. On est pleinement immergé dans l'histoire avec un grand H, mais le propos reste pleinement d'actualité et fait réfléchir. Les actrices jouent par ailleurs à la perfection. C'est donc une pièce que je recommande. Tartufferie. L'auteur et metteur en scène John Baudin a imaginé que le Tartuffe, célèbre personnage de Molière, a véritablement existé. Après 20 ans de prison, Tartuffe essaie de sortir de prison en promettant à différents personnages, dont Louis XIV, qu'il est capable d'influencer l'avenir de la société pour coller à leurs désirs. Je me suis ennuyé à mourir. Les acteurs jouent bien, mais je n'ai pas vu l'intérêt de la pièce. Je n'ai jamais lu ou vu la célèbre comédie de Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur. Autrement, peut-être aurais-je davantage apprécié cette pièce, mais j'en doute sérieusement. Les quelques échos à notre époque ne sont d'ailleurs pas de nature à relever le niveau de cette pièce. Et voilà pour la 15e pièce. Pour les fans de SF, je voudrais souligner que le numéro du mois de mai de la revue Galaxy traitait justement de la science-fiction et du théâtre. On y apprend, entre autres, que le roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, est peut-être l'œuvre de SF la plus adaptée au théâtre. C'est même sa première adaptation au théâtre qui a aidé à le faire connaître. Vous aurez pu constater que j'ai dans le fond assez peu vu de pièces de SFFF à Avignon. J'en ai malheureusement loupé plusieurs.
À la fin de mon séjour, on m'a filé un flyer pour 2 pièces de SFFF, mais c'était trop tard. Je vous les cite au cas où vous aimeriez les voir. Il s'agit de Mu, une pièce qui met en scène des vagues de disparition de la jeunesse à travers tout le pays, un sujet que je trouve assez intéressant. Et pour la seconde pièce, il s'agit de Gabor et les chapeaux rouillés, qui se présente comme un spectacle musical dans un décor visiblement steampunk. Remarquez que ce n'est pas anodin si j'ai eu des difficultés à voir des pièces de SF. Globalement, il n'existe pas de communauté d'auteurs de théâtre ou de metteurs en scène engagés dans une volonté de faire spécifiquement de la SF. Alors que dans le roman, la communauté SF est forte et bien vivante, n'est-ce pas ? Le numéro de Galaxy du mois de mai traite justement de ce sujet. Le dossier a été coordonné par Hugo Bellagamba, celui-là même qui a créé le prix Aristophane, qui a pour but de récompenser des pièces de théâtre SF. Mais le comble, c'est que les pièces primées ne sont pas jouées. On voit bien que toute une communauté est à créer. On a quelques auteurs, mais il faut que les metteurs en scène s'y intéressent, ou que les auteurs deviennent des metteurs en scène. La création du prix Aristophane, qui date de 2018, est en tout cas une excellente chose. J'espère que ce prix permettra à la longue de constituer une communauté et de faire vivre davantage la SF sur les planches. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce, à t'abonner et à cliquer sur la clochette si tu veux recevoir une notification pour chaque nouvelle vidéo publiée. Allez, je te dis à très vite sur Miroir SF.